nous allons reprendre la lecture Autre monde, le cœur de la terre. Troisième partie. L'enfer sur terre. Chapitre 51. Le goût de la victoire. La guerre avait commencé en secret à l'abri de collines escarpées entre deux petits bois, là où la nature couvrirait rapidement les cadavres, où le lierre grimperait sur les armures éventrées pour les ensevelir. Toute la première armée cynique s'était séparée en groupes de 50 soldats pour passer inaperçus, pour s'introduire sur le territoire pan et contourner Éden par l'est avant de se rassembler et de prendre la cité par le nord. C'était sans compter sur les 500 guerriers pans qu'Éden avait formés et cachés sur le chemin. Ils surgissaient des fourrés, des fossés, des parterres de fougères et de derrière les massifs d'épineux pour balayer ces escouades d'adultes surpris. Les assauts étaient brefs, féroces. Les cyniques n'étaient jamais assez nombreux pour résister. Très souvent, ils n'étaient pas vêtus de leurs armures, plus occupés à ne pas enlisser les roues des chariots qui transportaient leurs provisions qu'à surveiller leurs flancs, et ils en payèrent le tribut. Les adolescents privilégiés leur archaient aussi souvent que possible pour éviter l'affrontement direct. La première armée fut décimée en seulement 3 jours. Les pans avaient quadrillé tout le secteur à l'est de la passe des loups pour ne laisser aucune chance aux cyniques. Floyd, le long marcheur, menait l'offensive. Il fit tomber plus de 150 des siens pendant ces affrontements éclairs. Des garçons, des filles de tout âge, dont la vie s'était fait happer par un coup de masse, par le tranchant d'une épée, parfois le carreau d'une arbalète. Les cyniques frappaient fort et sans pitié. Floyd les fit enterrer chacun leur tour, et il rejoignit ensuite Éden, où le gros des troupes patientait. Presque 8000 personnes, dont l'essentiel n'avaient aucune expérience de combat, à peine un mois d'entraînement dans les jambes. Éden était vidé de ses habitants. Il ne restait que les blessés qui veillaient sur les plus jeunes pans, ceux qui ne pouvaient soulever une arme. Le succès de Floyd et de son équipe ramena des souvenirs devenus rares sur les visages, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il manquait des copains à l'appel. Cette fois, la guerre devint palpable à travers les manques
ces longs marcheurs. Doug était venu avec son petit frère Reggie et une cinquantaine d'habitants de l'île Carmichael, l'île des manoirs. Il en venait de partout, parfois à 10, parfois par colonne de 100 au moins. Pendant 2 semaines, les bancs avaient afflué, prêts à en découdre avec les cyniques. Et jour après jour, l'armée d'Éden s'était étoffée jusqu'à doubler ses effectifs. Malronce avait, heureusement, retardé l'offensive de 10 jours à cause d'un acte de sabotage dans le port de Babylone. Une partie des armées et des armures avait coulé suite au passage d'Ambre et de ses compagnons. Et ce précieux retard avait permis à Éden de finir de s'organiser. Le soleil n'était pas encore levé. Il faisait sombre sur la plaine. Célie et Maëlys étaient sortis de leur tente pour contempler l'armée d'Éden. Des lanternes accrochées à des piquets brillants un peu partout dans le camp, entre les tentes, comme autant d'espoir. L'armée se réveillait peu à peu pour le grand jour. Célie croisa ses bras sur sa poitrine. C'est impressionnant, dit-elle doucement. C'est presque beau, répondit Maëlys sur le même ton différent. Toute cette fraternité, 6000 personnes rassemblées sous le même étendard. Il manquait près de 2000 âmes à leur cortège. Celles et ceux qui avaient été choisis pour l'opération Nouvelle Route. Célie et Maëlys avaient longuement hésité avant de se séparer de ces troupes pour une mission qui n'avait que peu de chances de réussir. Mais elles savaient que cela pouvait faire la différence au bout du compte. Convaincre le conseil d'Éden fut finalement le plus difficile. Du chocolat, un bonbon au hasard. J'espère que nous reverrons notre cité un jour, dit Célie. Maëlys prit alors la main de sa sœur
nos éclaireurs ne sont toujours pas rentrés. Il se peut que la troisième armée soit toute proche. Je préfère que nous nous abritions, expliqua Zélie. Je n'ai pas envie d'envoyer des troupes malades au combat. Je prends le risque. 6000 pans déployèrent de grandes tentes fabriquées par les blessés d'Éden, ceux qui n'avaient pu s'entraîner, et une multitude de petits feux s'allumèrent sous les hauts vents. Les éclaireurs rentrèrent au milieu de la nuit pour réveiller Zélie et Maëlys. La troisième armée est à moins d'une journée de marche, avertit un garçon aux cheveux trempés. Maëlys se frotta les yeux pour chasser le sommeil. Il campe. Oui, environ 1500 soldats autour d'une auberge fortifiée. Et la deuxième armée est-elle derrière? Non, nous ne l'avons pas vue. Maëlys soupira. Un profond soulagement l'envahit. Leur plan ne prévoyait pas d'affronter deux armées cyniques en même temps. Il fallait à tout prix qu'elles soient distantes les unes des autres. Dans ce cas, nous pourrons la vaincre, affirma Zélie. Demain, nous laisserons le gros de nos troupes ici. Elles iront se cacher dans les contreforts de la forêt aveugle. La cavalerie canine filera au sud pour contourner la troisième armée. Nous la prendrons en tenaille. Quant à l'auberge fortifiée, il suffira de mettre le feu à son toit pour en chasser les occupants, comme Floyd nous l'a indiqué. Le garçon la salua, ses vêtements ruisselaient d'eau de pluie. Je repars jusqu'à la forteresse de la passe des loups, dit-il. Non, tu dégoulines, répondit Maëlys. Tu vas te sécher et cette nuit, tu dormiras au chaud. Un autre va prendre ta place. Je ne veux pas que tu attrapes la mort. Nous avons besoin de toutes nos forces. Le grand moment arrive. Peu avant l'aube, les 600 chiens se mirent en route avec leur maître sur le dos et taillèrent la route à travers la forêt. À midi, ils aperçurent la troisième armée cynique qui défilait plus bas dans
de ce savoir supérieur, la cavalerie se mit en position pour charger. Que pouvaient 1000 adolescents à pied face à 1500 adultes en armure et sur des chevaux? En voyant cette masse noire charger leurs copains, Zélie et Maëlys en eurent la chair de poule. Le martèlement des sabots sur le sol résonnait si fort que les vibrations faisaient trembler les chiens. La cavalerie n'était plus qu'à 300 mètres des bancs. La pluie avait transformé la terre en boue et la troisième armée fonçait en soulevant une nuée sombre autour d'elle. Les lances cyniques prirent l'horizontale, prêtes à empaler autant d'adolescents que possible. 200 mètres. Soudain, d'immenses plaques d'herbe glissèrent, des bâches interminables en trompe-l'œil qui dissimulaient les troupes pans. Et un instant, la cavalerie cynique fut flanquée de 2000 adversaires supplémentaires qui tendirent leurs arcs pour les inonder d'une pluie de flèches. Plus de 2000 autres pans jaillirent de la forêt en courant, leur hurlement étouffé par l'orage. Alors, Zélie et Maëlys levèrent le bras et donnèrent l'ordre aux chiens de foncer à leur tour. Avant même que la troisième armée puisse se remobiliser, elle était éparpillée par les volées de flèches, les lances et les piques de bois des guerriers pans. Et lorsqu'elle tenta de se replier, elle encaissa une salve d'éclairs qui désarçonnèrent une vingtaine d'adultes et affolèrent le double des chevaux. Tous les pans dont l'altération était de produire un arc électrique ou une quelconque forme de projection dangereuse avaient été réquisitionnés pour faire partie de la cavalerie canine. Ils avaient été entraînés sous le contrôle de Melchior, le seul élève d'Ambre, qui lui avait succédé à la direction de l'académie. Pour maîtriser au mieux leur altération en présence des scars armés. À présent, une unité de 50 pans foncés, des tubes de plastique sanglés contre la poitrine avec des scars armés à l'intérieur. Des éclairs aveuglants surgissaient du bout de leurs doigts. Une foudre, tour à tour bleue, rouge ou verte, qui terrassait les cyniques par brochettes de 5 ou 10. Et les scars armés rendaient chaque éclair plus vif et plus précis. Grâce aux minuscules insectes lumineux, les pans parvenaient à enchaîner les tirs là où 2 ou 3 décharges les auraient normalement épuisés. Quelques cavaliers parvinrent néanmoins à atteindre les rangs adverses et les dégâts furent énormes. Les chevaux marchèrent sur des adolescents, les cyniques embrochèrent un garçon, les garçons au bout de leurs lances ou plantèrent leur épée dans le dos des filles. Les montures hennissaient, les blessés hurlaient, les adultes en armure noire criaient autant de rage que de peur, tandis
puisse le faire. Lorsqu'ils comprirent qu'ils n'avaient plus aucune chance de fuir, ni de remporter l'assaut, ils cherchèrent à causer le plus de dégâts possible. Les flèches et les éclairs eurent raison des plus farouches. Il ne resta plus qu'un groupe d'une douzaine qui galopait dans un sens puis un autre, pour se frayer un chemin et écraser autant de bancs qu'ils pouvaient. Pendant un instant, Zélie et Maëlys crut qu'elles allaient pouvoir faire des prisonniers, mais Melchior s'avançait sur le dos de Zélie, son chien blanc à taches noires. Les cris de tous les blessés l'avaient rendu ivre de colère, et lorsque les cyniques se tournèrent vers lui pour tenter de charger, il leva les deux mains. Deux geysers de flammes illuminèrent la vallée grise, traversant la pluie sans faiblir et embrasant aussitôt les hommes et leurs chevaux. Zélie et Maëlys détournèrent leur regard pour ne pas avoir à affronter cette vision cauchemardesque. Qu'était-il devenu pour en arriver à brûler vivant des êtres humains? Les hurlements étaient insupportables. La guerre, songea Zélie, c'est la guerre qui nous rend fous. La haine appelant la haine, une spirale infernale vers toujours plus de barbarie au nom de la victoire. Zélie en était malade. Mais que pouvait-il faire d'autre? Les cyniques ne s'arrêteraient pas. Il faudrait qu'un des deux camps triomphe pour que la sérénité revienne. Maintenant que l'étincelle du conflit s'était allumée, il ne pouvait y avoir de repos sans un vainqueur et un vaincu. Zélie secoua la tête. Elle aurait voulu être à Éden, loin de cette souffrance. Près de 400 garçons et filles gémissaient dans la boue, leur sang mêlé à l'eau noire. Une centaine d'autres gisaient le visage enfoui dans la terre. Des êtres qui ne grandiraient plus, dont il ne restera bientôt que le souvenir scellé à un nom. Les chevaux et les cyniques cessèrent leur râle. Il ne restait plus que qu'un mât, un amas que la pluie faisait fumer. Il faut s'occuper des blessés, ordonna Maëlys. Phil, John et Nournia, vous organisez l'hôpital. Howard, tu prends avec moi une escouade de cavaliers et vous allez vous occuper de l'auberge fortifiée. Floyd et Tania avec moi. Nous partons pour le sud. Vérifiez qu'aucune mauvaise surprise ne s'approche. Les trois chiens s'élancèrent avec grâce et disparurent dans le rideau de pluie. Les pans venaient de gagner leur seconde bataille. Une victoire sans joie, au goût amer. Chapitre 52. Basse muraille. Melchior chevauchait à côté de Zélie. La première armée était dispersée, dit-il. C'était facile. Celle-ci était minuscule. Et pourtant, chaque fois, nous avons eu de lourdes pertes. Pour être franc avec toi, je doute que nous puissions tenir ainsi très
Je sais, c'est pour ça que nous avons fabriqué les bâches couvertes d'herbe. Je ne tourne pas d'émission. Si nous pourrons. Ça va, Dorian? Fais pas chaud, quoi. Je sais, c'est pour ça que nous avons fabriqué les bâches couvertes d'herbe. Je sais, c'est pour ça que nous avons fabriqué les bâches couvertes d'herbe. Si nous pouvons couper l'armée cynique en deux et maintenir le gros de leurs troupes à distance, le temps de les détruire par nos arcs et nos altérations, alors nous avons une chance de réussir. Le coup des bâches est risqué. Si la cavalerie Le coup des bâches était risqué, mais si la cavalerie avait foncé dessus, il se serait fait piétiner avant même de pouvoir répliquer, et nos différentes unités auraient été désorganisées. Je ne vois pas d'autre choix, hélas. Maëlys revient, à la nuit tombée, porteuse de mauvaises nouvelles. L'armée Glouton, dont nous a parlé Floyd, est dans la forteresse de la Passe, annonça-t-elle en entrant dans la tente. Non, j'ai pas la voix cassée. Non, il la protège. Non, il stationne. J'ai aussi aperçu des milliers de cyniques et l'autre côté de la forteresse au sud. Non. Non, j'invoque rien. Non, il stationne. J'ai aussi aperçu des milliers de cyniques de l'autre côté de la forteresse. Non. Non, je lis. Au sud, je pense que c'est la deuxième armée. Elle doit attendre. Non, merci. Elle doit attendre que les gloutons sortent par le nord pour pouvoir transiter à leur tour par le château. Ils vont envahir la passe des loups en direction d'Éden, comme c'était prévu. Il n'y a que le nombre qui change.
serait suicidaire de prendre les Gloutons en face avec une autre armée cynique. Cette forteresse est l'avantage stratégique qui peut nous sauver. Dès que Malronce comprendra que nous sommes ici, en armée, elle abandonnera ses plans pour rassembler toutes ses troupes et nous submerger. Et la forteresse deviendra impénétrable, comprit Maëlys. Exactement, tant que nous avons encore l'effet de surprise, nous pouvons nous introduire par la ruse. Maëlys, qui n'avait rien avalé depuis le matin, prit une pomme qu'elle croqua à pleines dents. On laisse les Gloutons sortir de la forteresse, dit-elle, entre deux bouchées. Nos régiments, cachés dans la forêt et sous les bâches, et on envoie un commando pour ouvrir les portes. Il ne faudra pas perdre de temps, ajouta Zélie, parce que si, de l'autre côté, la deuxième armée a le temps d'entrer, nous serons fichus. Ça peut marcher. Non, ça doit marcher. Maëlys avala une bouchée de sa pomme et regarda sa sœur. J'espère que nous prenons la bonne décision, parce qu'une fois à l'intérieur, nous ne pourrons plus sortir. La pluie avait redoublé d'intensité. Il devenait difficile d'y voir à plus d'une cinquantaine de mètres. Malgré tout, les bancs distinguaient les lanternes au milieu de la vallée. Des centaines de petits points lumineux s'agitant au gré des pas des Gloutons. Ils étaient si nombreux qu'il fallut 2 heures pour qu'ils sortent de la forteresse, encadrés par des formes sombres à cheval. Floyd et Franklin, en longs marcheurs discrets, s'étaient approchés pour passer les effectifs en revue. Ils revinrent auprès du poste de commandement où Zélie et Maëlys préparaient la suite. Les cyniques les ont armés avec des lames, des masses et des marteaux de guerre, rapporta Franklin. Et il y a une bonne cinquantaine de cavaliers de Malronce pour les accompagner, compléta Floyd. Tous sont sortis, demanda Zélie. À l'instant, les portes viennent d'être refermées. Alors en route. Voyant les 2 sœurs s'équiper de leurs manteaux bruns, Floyd les interpella. Vous faites partie du commando. N'est-ce pas un peu votre place ici pour organiser nos troupes? Il n'y a aucune raison que nous prenions moins de risques que les autres. C'est notre tour. Ross et Nicky prennent le commandement. Zélie, Maëlys, Tania et Melchior se faufilèrent entre les arbres et cachèrent leur visage sous les larges capuchons de leurs manteaux. Avec la pluie battante, ils n'eurent aucun mal à approcher le rempart, encore moins avec Maëlys à leur côté. Depuis toujours, elle avait eu l'obsession de se cacher pour jouer, pour être tranquille, pour fuir ses devoirs, ou même sa sœur. Et son altération s'était développée en ce sens. Désormais, il lui suffisait d'une petite flaque d'ombre où s'abriter pour qu'elle en fasse une vague de ténèbres et que son corps disparaisse dedans. Maëlys avait aussi emporté
lorsque son altération se développa pour la protéger au mieux, elle se rendit compte qu'elle ne se cognait plus. Ses genoux, sa tête, ses coudes ou ses épaules passaient au travers des objets. Après plusieurs mois, elle était même parvenue à traverser un bout de bois avec sa main. Mais les matériaux lourds lui donnaient plus de mal. Tu es sûr que tu en es capable? Lui demanda Maëlys. Avec l'escarmé, ça devrait marcher. Maëlys était inquiète. Sa sœur manquait d'entraînement et elle s'apprêtait à risquer sa vie. Jamais elle n'avait plongé plus qu'un bras à travers une paroi en bois. Cette fois, elle voulait traverser tout entière un bâton de métal. Célie serra contre sa poitrine les capsules de verre qui contenaient l'escarmé et prit son inspiration. Je peux le faire, murmurait-elle. Je peux le faire. Après une longue minute de concentration, elle ferma les yeux. Tania scrutait les alentours, craignant d'être repérée par un garde au sommet des remparts. Elle tenait son arc devant elle, une flèche encochée. Melchior, lui, était agenouillé devant la grande porte, l'oreille collée pour tenter de percevoir quelque chose. Alors, lui demanda Maëlys. Je n'entends rien. La pluie fait trop de bruit. Si ma sœur traverse et se retrouve nez à nez avec un soldat. Melchior haussa les épaules en signe d'impuissance. Tout à coup, Célie s'élança vers les bâtons métalliques. Son nez fut absorbé, puis ses épaules, son bassin, ses jambes, et elle disparut complètement. Célie sentit d'abord un froid intense sur son visage, comme si elle plongeait la tête dans une bassine d'eau glaciale. Puis, il y eut une pression sur les contours de son corps. Il lui sembla un instant être en train d'étouffer sous une tonne de sable, avant qu'elle ne fasse un pas de plus et se retrouve dans le passage sous le rempart. J'ai réussi, je le savais. Plusieurs torches brûlaient dans le grand tunnel qui débouchait sur une cour inondée. Elle vit deux portes dans la paroi et son attention fut captée par le mouvement d'un cynique qui somnolait à 3 mètres d'elle sur un tabouret. Il venait de croiser ses mains sur son ventre. Une lance
il n'avait pas bronché. Alors, elle ramassa un tonnelet d'huile pour les torches, le souleva au-dessus de sa tête en grimaçant et l'abattit sur le crâne du cynique. Il s'effondra de son tabouret dans un gémissement. En voyant le sang couler d'une vilaine plaie entre les cheveux, Zélie s'en voulut et elle maudit les cyniques de l'obliger à de pareilles choses. Une petite clé de cadenas pendait à sa ceinture. Moins d'une minute plus tard, Maëlys, Melchior et Tania entraient à leur tour par la poterne ouverte. Maëlys, tu vas aller chercher les petits groupes comme le nôtre, chuchota Zélie, capable d'avancer vite et sans bruit pour neutraliser un maximum de sentinelles. Pendant ce temps, nous allons à la porte sud pour empêcher la deuxième armée d'entrer. Lorsque nous serons en place, nous t'enverrons un signal pour que tu lances toutes nos troupes à l'intérieur. Ce sera le signal. Zélie hésita puis dit: quand tu le verras, tu sauras que c'est le signal. L'altération de précision de Tania fit tomber 2 gardes avant même qu'il n'ait le temps de sonner l'alerte. Une flèche plantée dans la gorge pour chacun. Le trio progressa lentement pour ne surtout pas se faire repérer. Et Zélie les fit accélérer en voyant que plusieurs cyniques se dirigeaient vers les tours sud. Ils vont ouvrir les portes, paniqua-t-elle. Tania sortit de l'avant des écuries et tira 4 flèches pour autant d'ennemis touchés. 5 autres surgirent du pied du donjon. Ils ne la virent pas tout de suite, remarquant d'abord les corps de leurs camarades raides. Il y a un intrus, cria l'un des hommes. Ce fichu môme encore, s'énerva un autre. Là, la fille avec l'arc. Zélie et Tania coururent pour bloquer l'accès à la porte sud, et Melchior leva les mains devant lui. C'est le moment du signal, dit Zélie. Alors Melchior se mit à cracher des flammes par le bout de ses doigts, et le ciel s'illumina. Plusieurs centaines de pans envahirent immédiatement la cour, et tous les cyniques qui sortirent, complètement hagards, furent balayés sans difficulté. Un groupe de soldats, comprenant qu'il s'agissait d'une invasion, se précipita vers la porte sud pour permettre à l'armée au dehors de venir leur prêter main forte. Mais ils tombèrent sur les flèches de Tania et la colère incendiaire de Melchior, qui ne faisait pas de quartier. Les pans forcèrent les accès et investirent les étages avant de surgir sur les remparts. Au bout d'un moment, les cyniques préférèrent se jeter dans le vide plutôt que de faire face à ces meutes d'enfants déchaînés. Maëlys retrouva Zélie, le drapeau cynique dans les mains. Elle le jeta à ses pieds. « Ma sœur, j'ai le plaisir de t'annoncer que nous avons pris la forteresse, que toute notre armée s'amasse ici et qu'on referme la porte. Il ne faut plus que quiconque puisse y pénétrer. Désormais,
lancèrent aucune offensive. Pourtant, ils ne pouvaient ignorer qu'il venait de se passer quelque chose dans la forteresse. L'armée avait installé son immense campement à 1 kilomètre, et elle n'avançait ni ne recula de toute la nuit. Les vigilants remarquèrent seulement un balai incessant de lanternes entre de grandes tentes, mais aucun signe d'agressivité. 2 cavaliers apparurent au nord, provenant de l'arrière-garde de l'armée Glouton. Le premier approcha des remparts et cria: « Oyez, que se passe-t-il? Nous avons vu des flammes dans le ciel. » John, qui surveillait l'entrée de la tour au-dessus, se pencha et prit sa voix la plus rauque pour répondre: « Rien, nous avons maîtrisé l'incendie. » Le cavalier demeura silencieux, puis se pencha pour chuchoter avec son acolyte. « Vous pouvez repartir, » ajouta John. « Foncez au nord, écrasez cette vermine de pan. »« La rédemption est notre salut, » s'écria le second cavalier. Et John ne sut que répondre. Nornia, qui était à ses côtés, se prit la tête. « À demain. C'est un code, » gronda-t-elle. « Il s'attend d'une phrase précise. » Alors, qu'est-ce que je lui dis? Je ne sais pas. C'est certainement le mot de passe pour entrer, enterrer ou un truc dans ce genre. John haussa les épaules et s'exclama au-dessus du vide: « Gloire à Malronce !» Les 2 cavaliers se regardèrent et aussitôt tirèrent sur les rênes de leurs chevaux pour détaler à toute vitesse. « Je crois que c'était pas la bonne réponse, » commenta John. « Maintenant, on peut s'attendre à avoir de la visite d'ici peu de temps. Les Gloutons vont faire demi-tour. » L'aube se leva péniblement, étouffée par la pluie qui ne cessait pas. Célie et Maëlys avaient pris un peu de repos et furent réveillés en sursaut par Howard, le long marcheur. « Il se passe quelque chose du côté de la 2e armée. Venez vite. » Emmitouflées dans leurs manteaux, elles virent que le flanc et de l'armée était en train de s'agiter. Le flanc est de l'armée était en train de s'agiter. Les hommes sautaient sur leurs chevaux et des archers accouraient en tenant des carquois bien remplis. Ils ne venaient pas vers la forteresse, mais s'intéressaient à une zone d'arbres entre leur tente et le fleuve qui coulait au pied de la forêt aveugle. Soudain, 7 chiens géants ne fendirent la pluie, plus rapides encore que des chevaux au galop, portant 5 silhouettes recroquevillées. Célie prit les jumelles que Howard lui tendait et s'écria: « C'est Matt. Matt est ce qu'il reste du commando qui est parti pour Weirlandès. » Une vingtaine de cavaliers apparurent dans leur dos, et une autre vingtaine s'apprêtait à leur couper le chemin par le côté. S'ils parvenaient à les ralentir et à les bloquer, les archers termineraient le travail aussi facilement qu'à l'entraînement. « Faites monter les lanceurs d'éclairs, » ordonna Célie. « Vite. »
Si nous utilisons nos capacités maintenant, ce sera un effet de surprise, en moins contre les cyniques lors de l'assaut, s'opposa Melchior. Ils sauront à quoi s'attendre. Si nous n'intervenons pas, les 5 bancs que tu vois là-bas seront bientôt criblés de flèches. Melchior se gratta le menton, cherchant comment dire ce qu'il pensait sans pour autant passer pour un monstre. Sauver ces 5-là risque de compromettre les vies, des vies bien plus nombreuses, dit-il. Zélie fut prise d'un doute. Maëlys s'enchaîna. Ils ont risqué leur vie pour nous, et ils ramènent peut-être l'arme secrète de Malronce. Melchior n'était pas convaincu pour autant. Il fixa Zélie pour voir ce qu'elle décidait. Préparez-vous à ouvrir le feu, dit-elle après une courte hésitation. Les cavaliers cyniques commençaient à se positionner pour que les chiens verts s'empalaient sur leurs lances. Ils étaient à près de 800 mètres du rempart. À cette distance, les éclairs pourraient manquer leur cible et toucher les chiens, avertit Maëlys. Je prends le risque, trancha Zélie. Alors les bancs se concentrèrent. Les lueurs bleues et rouges escarpées palpitèrent sur leur torse et une douzaine d'éclairs multicolores zébrèrent les cieux en direction des cavaliers. Des gerbes d'étincelles crépitèrent dans la lumière de l'aube, et un écran de fumée masqua provisoirement la course-poursuite. Les chiens bondirent à travers la fumée, leur jeune maître cramponné au pelage. Les cavaliers qui les suivaient se faisaient peu à peu distancer, et ils renoncèrent à l'approche des remparts, craignant cette magie formidable qui venait de s'abattre sur leurs camarades. Les bancs ouvrirent les portes sud de la forteresse. Le temps que les 7 chiens se jetèrent dans la cour, et ils refermèrent en accumulant de lourds tonneaux pour empêcher toute intrusion par la force. Matt, Tobias, Jen et Ben relevèrent la tête, épuisés, mais heureux d'être encore vivants. Seul Horace restait inconscient sur Billy, 2 flèches plantées dans le dos. Horace fut emmené dans un des salons du donjon pour y recevoir des soins d'urgence. Une 60aine de bancs s'activaient au-dessus des blessés, partageant leurs connaissances, parfois approximatives, de la médecine. Ils parvenaient parfois à soigner des blessures assez superficielles à l'aide de leurs altérations. Mais la plupart des soins utilisaient plantes et décorations. Et tout ce qui nécessitait de la chirurgie les rendait méfiants. Pendant ce temps, Matt et ses compagnons rencontrèrent Zélie et Maëlys dans un des halls de la forteresse. Que rapportez-vous? S'enquit Zélie avec impatience. Hélas, commença Matt, rien qui nous donne l'avantage physique. Quel est le secret de Malronce? Que dévoilait le plan sur Ambre? Un lieu. Ambre est partie sur place. Cependant, je crois qu'il ne faut pas en attendre une assistance particulière. Il ne s'agit pas d'une arme, plutôt de connaissance. Zélie avala sa salive bruyamment. Nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes, c'est ça?
ce qu'ils nous attaquent des deux côtés. Ils ne l'ont pas encore fait, s'étonna Tobias. Non, répondit Maëlys. Nous ignorons ce qu'ils attendent. Je n'aime pas ça, fit Ben. Les cyniques ne sont pas du genre à hésiter s'ils n'ont pas une idée derrière la tête. Nous disposons de presque 6000 volontaires, exposa Célie. 6000, s'exclama Jen. Waouh, c'est génial. La plupart ne savent pas se battre, ajouta Maëlys. Et encore 2000 en renfort, ajouta Célie. Où sont ces renforts? Pour l'instant, quelque part entrés d'année ici. Nous ne savons pas. Ils ont une mission un peu particulière à remplir. Quel genre de mission? Célie et Maëlys échangèrent un regard complice. Nous préférons ne pas vous donner de faux espoirs. Leurs chances de succès sont plus que minces. La bonne nouvelle, enchaîna Maëlys, c'est que nous maîtrisons pas trop mal l'altération combinée à la puissance des scars armés. Melchior dirige une unité d'environ 50 pans qui peuvent lancer des éclairs. Nous avons vu ça, s'exclama Tobias. C'était incroyable. Tous les soldats devant nous ont été électrocutés d'un coup. Matt tempéra la joie de son ami. Pour repousser les premières vagues, ça sera très utile, mais j'ai bien peur que ce soit insuffisant face aux 5000 soldats de la deuxième armée. Qu'avez-vous d'autre? 1 millier d'archers et tout le reste d'infanterie pour le corps à corps. Face à la force des adultes, il faudra repousser le corps à corps le plus longtemps possible. Les archers, c'est bien. Sauf que nous manquerons de flèches avant d'avoir la victoire, de remporter la victoire, ajouta Célie. Et la pluie n'arrange pas nos affaires, fit remarquer Jen. Difficile d'être précis quand il tombe des cordes. Au contraire, la pluie est notre allié, corrigea Célie. Elle empêchera les cyniques de lancer des projectiles enflammés pour nous faire griller. Peut-être que les cyniques ne vont pas attaquer, intervint Tobias. Peut-être qu'ils vont attendre que nous nous affamions. Malrose n'est pas du genre patiente, répliqua Matt. Ils vont vouloir montrer à leur Dieu qu'ils sont prêts au sacrifice de leur vie pour racheter les péchés d'autrefois. Je me demande ce qu'ils attendent. Tobias s'approcha d'une fenêtre, d'où il aperçut les tentes ennemies au loin. Nous n'allons pas tarder à le savoir, si tu veux mon avis. L'armée Glouton arriva en fin de journée. Elle s'amassa à moins d'1 kilomètre des remparts et installa son campement sous la direction des cavaliers cyniques. De l'autre côté de la forteresse, la deuxième armée patientait toujours. Lorsque les cavaliers, aux côtés des Gloutons, approchèrent pour lancer des flèches par-dessus les murs de la forteresse, Ross, le stratagème Pan, s'écria. Ne les laissez pas tirer.
surveiller le ciel, proposa Ben. Je vois très bien la nuit. Ross approuva, mais ne semblait pas totalement rassuré. Ils vont sûrement essayer autre chose. Avec l'épaisseur de ces murs, je leur souhaite bon courage, fit Melchior, et les falaises de part et d'autre de la forteresse sont infranchissables, à moins de s'enfoncer loin dans la forêt aveugle pour les contourner, et là, je ne leur donne pas 2 jours de survie. Soudain, Ross eut la révélation qu'il cherchait. Le fleuve. Voilà ce que je ferais si j'étais à leur place. Je passerais par le fleuve. Impossible, il y a une herse super solide. Ils vont déposer des messages sur de minuscules radeaux de brindilles et les laisser porter par le courant. Si les radeaux sont petits, ils passeront entre les mailles d'acier. Alors, on poste des gars à nous pour surveiller le fleuve. Il est trop large, on risque d'en laisser passer. Non, il faut une solution plus radicale. J'ai une idée, déclare Melchior en partant en courant. 1 heure plus tard, 2 filles se concentraient depuis la tour, plusieurs beaucoup de scarabées à leurs pieds. Elles gelaient l'eau du fleuve avec leur altération. Elles continuèrent jusqu'à ce que la surface soit dure comme du roc sur une centaine de mètres et s'effondrèrent toutes les 2 en même temps, vidées de leur énergie. Maintenant, les 2 armées sont isolées, rapporta Ross. Et sans communication entre elles, c'est nous qui avons l'avantage. Au petit matin, Matt et Tobias retrouvèrent Célie et Maëlys sur la tour la plus haute du mur sud. « Vous vouliez me voir ?» demanda Matt. Célie tendit l'index vers l'horizon. La plaine avait disparu, les collines tout entières qui s'étendaient au-delà aussi. Faut pas avoir peur. Les collines tout entières qui s'étendaient au-delà aussi. Le paysage était écrasé par des milliers de troupes cyniques, si nombreuses qu'elles recouvraient la moindre parcelle d'herbe. Des chariots par centaines, des chevaux, des ours, des cages gigantesques, et tant de lances dressées vers les nuages qu'il semblait qu'une forêt de roseaux noirs avait poussé durant la nuit. Tout le monde a peur. Vous avez peur de quoi? L'histoire. Merci. La 4e et la 5e armée, murmura Matt, sans forcer. Ils sont tous là, compléta Zélie. Voilà ce qu'ils attendaient, être assez nombreux pour nous balayer facilement. Peut-être.
12 745 pages. Il y a plusieurs tomes, je sais pas si c'est possible. Non, pas de snap. Une voiture va t'écraser. Leurs appendices agrippaient la terre et ondulaient à l'instar des chenilles d'un tank. Lorsque Matt vit le bras armé de Malronce sortir sur des balcons, son général en chef, il sut que sa mère était à son bord. Ah, désolé. Alors Matt lâcha les jumelles et partit en courant. Non. Sur YouTube, tu peux voir mes anciennes vidéos. Ah ouais, mais c'est vieux. C'est vieux aussi, MySpace. Non, non. Non, 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 non. Non. J'ai rien de tout ça. Tobias le retrouva dans l'armurerie principale. Non. Non. Matt était occupé à affûter son épée. Outlook, non aussi. Sa précieuse lame qui l'avait si souvent servi, qui l'avait protégé et qui avait déjà pris bien des vies. Matt frottait l'acier contre la pierre avec tant de force que ses mâchoires étaient contractées. Si tu continues, tu vas la casser, dit Tobias. Je l'ai vue, Toby. Ma mère, elle est là. Tobias hocha la tête. Je sais. Il faut que tout cela s'arrête. Le livre. Le livre, c'est Autre Monde. Autre Monde. Elle est écrite dans les anciennes, mais sinon c'est Autre Monde. Et il y a plusieurs tomes. Il y avait l'Alliance des Trois. C'était le premier. Après, il y avait Malronce. Et là, c'est le cœur de la Terre. Va sur YouTube. Ça serait plus facile. Matt leva sa lame devant lui et passa son pouce sur le fil pour en juger la finesse. Sa peau s'ouvrit aussi facilement qu'un fruit trop mûr. D'abord le Robert Oden, mon père, et ensuite elle. Ouais, je sais. Faut reprendre des vidéos plus loin. Après le 10
franchement, non, ça relaxe. Non. D'abord le Robert Oden, mon père, et ensuite elle. J'en ai assez de fuir, assez d'avoir peur. Cette fois, je vais rester droit, jusqu'à ce que le dernier cynique soit tombé. Matt mit son pouce dans sa bouche pour stopper le saignement. Pain au chocolat. Et même si un miracle pareil se produisait, que ferais-tu ensuite? Tu ne peux pas affronter ta mère. On ne se bat pas contre ses parents. C'est impossible. Peut-être. J'en ai jamais vu. Matt observa son pouce le sang. Matt observa son pouce humide. Le sang réapparut aussitôt. Les coupures les plus douloureuses sont celles que l'on s'inflige, soit même pas vraies. Ah. Et il n'est plus. Tobias pencha la tête, pas certain de voir où il voulait en venir. C'est à moi, et à moi seul, de régler le problème, malheureux, ajouta Matt. Je ne sais pas encore comment, mais je dois le faire. Il y a quelque chose de pourri au royaume des cyniques. Ça ne s'arrêtera pas facilement. Ils sont aveuglés par la haine. Que lecture. Que de la lecture. Pour l'instant. Ça me plaît. Par l'ignorance, le résultat est le même. Ils obéissent à celle qui sait leur parler. Balthazar avait raison. Ils n'ont plus de mémoire. Ils ne sont que des coquilles vides qui ne demandent qu'à être remplies. C'est ça qui les rend si mauvais. Je déteste ce que sont devenus les adultes. Pas tous, ajouta Tobias. Non. Non plus, non. Le vieux Carmichael était sympa. Et Balthazar aussi. Peut-être qu'il y en a d'autres. Non. Non plus, pas de chips. J'en doute. Matt s'apprêtait à enfiler son gilet en Kevlar lorsqu'il se figea au-dessus du vêtement. Non. Rien. Juste lire. Attends une seconde, mais oui. Tu as raison. Merci. Merci à toi. Riffon. Non.
si c'est intéressant. Je connais pas. Ça parle de quoi? Je connais pas. Ok. Je regarderai. À quel propos? Matt attrapa le gilet, mais ne l'enfila pas. Je sais ce que je dois faire, dit-il. Chercher d'autres adultes normaux. Non, dormir. Ok. Et finale 94. Merci. Je lis les vendredis, samedis, je lis Autre Monde. Et le dimanche, merci. Et le dimanche, je lis Creuse la mort, plus sombre. Merci. Merci à vous. On peut pas tout avoir. Là, c'est du fantastique. Oui, je chuchote, je lis. Je fais juste ça, je ne mange pas de chips ou de petits biscuits. Oh, ça fait pas si peur que ça, celui-là. Il y a pire. Mais l'histoire est intéressante. Pour moi, ça va. La pluie s'interrompit quelques minutes en fin de matinée. Ouais, mais moi, non, je ne fais pas ça. Non. Ah. Ouais, mais non, je mange pas. Un héros cynique en profita pour approcher des remparts sur son cheval, le drapeau de la reine au bout d'une lance qu'il tenait d'une main. Melchior ordonna qu'on ne tire pas. L'homme venait seul et manifestement dans l'intention de délivrer un message. Peuple enfant, s'écria-t-il, je viens vous délivrer la parole de notre reine Malronce. Non. Sa voix portait loin dans la vallée, résonnant contre les escarpements au-dessus de la forteresse. Nous t'écoutons, répondit Zélie avec moins de coffre. Rendez les armes, ouvrez les portes
écoutait avec attention ce petit bonhomme minuscule tout en bas du mur de pierre. Ta reine est menteuse et perfide, s'écria alors Maëlys. C'est votre sort qu'elle cherche à négocier, car le nôtre, elle l'a scellé en rêve depuis longtemps. Elle nous veut morts jusqu'au dernier. Aussi. Le héros allait ouvrir la bouche pour répliquer, mais Zélie ne lui en laissa pas le temps. Rentre auprès d'elle et dis-lui que les bancs ne tremblent pas. Le héros secoua la tête, déçu. Dieu nous lance dans cette épreuve, dit-il, pour tester notre foi. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour échapper à sa volonté. Aucun Dieu ne réclamerait qu'un père lui sacrifie son enfant. Aucun Dieu qui mériterait d'être adoré en tout cas. Le héros fit reculer son cheval et leva son drapeau encore plus haut. Alors préparez-vous à subir la colère du jugement dernier, hurla-t-il en partant au galop. L'affrontement ultime venait d'être scellé. Chapitre 54. Les deux fronts. Les murs tremblaient, la poussière entre les pierres glissait à chaque coup sourd contre la terre. L'oxygène semblait manquer dans les couloirs, les pans respiraient avec difficulté. La poitrine oppressée par l'angoisse. Même le feu des torches paraissait différent, moins limpide, plus hésitant. Sur les remparts, les jeunes soldats couraient pour répartir les carquois de flèches, préparer les lances et distribuer les tubes de scar armés à chacun. Les mains étaient humides et froides, les mots se faisaient rares, du bout des lèvres. De dehors, le martèlement était encore plus assourdissant. Il cognait contre les parois de roches et d'écorce de la vallée. Mon chien. Car la plaine au sud se déplaçait, une mer noire aux vagues régulières, ressas hypnotisant. Non, je pense pas. Des milliers de guerriers progressant à la même cadence, frappant le sol de leurs lourdes semelles comme sur la peau d'un tambour. Leurs casques brillaient sous la pluie. Des milliers de guerriers progressant à la même cadence, frappant le sol de leurs lourdes semelles comme sur la peau d'un tambour. Leurs casques brillants sous la pluie ondulaient en rythme. Ils avançaient sans hésitation, parfaitement synchronisés, à l'instar de machines programmées pour l'affrontement. Non.
Ils envahissaient le passage dans toute sa largeur et jusqu'au bout de sa profondeur. Le premier rang progressa pour s'immobiliser à portée de flèche et leva de gros boucliers derrière lesquels il s'abritait. Les archers cyniques coulissèrent entre les jointures de ce mur d'acier pour tendre leurs arcs et faire pleuvoir la mort. Les pans eurent le temps de se jeter à couvert des créneaux avant de répliquer à leur tour. Les arcs et les trecks tombèrent des tours pour tailler des brèches dans la défense des boucliers. Les armures s'embrasèrent d'étincelles aveuglantes. Les cyniques hurlèrent, et avant même qu'ils puissent renvoyer un nouveau tir, une centaine d'entre eux gisaient, carbonisés au milieu de l'herbe roussée. Un livre. Quel livre? Mais la marée humaine était si implacable dans la plaine que les morts et les blessés furent aussitôt remplacés. Un dictionnaire? Non. Les éclairs rouges, bleus et verts illuminèrent l'armée de Malronce, soulevant d'autres corps, avant que des jets de flammes giclèrent des remparts sous le commandement de Melchior. Pour laisser un peu de répit aux artificiers qui puisaient dans leurs altérations, les archépans entrèrent dans la danse, coordonnée par Tania. Pendant une seconde, la pluie cessa au-dessus des cyniques, tant il y avait de flèches dans le ciel. C'est un livre, c'est toujours des livres là, c'est pas spécial à Louis. J'aime bien Harry Potter,
lézard, c'est pas un reptilien comme les personnes en parlent. Oh, peut-être. On sait pas. Cependant, l'agitation dans la plaine ne passa pas inaperçue. Le bruit des troupes, les hurlements et les illuminations de l'altération permit aux gloutons de l'autre côté de la forteresse de se préparer à leur tour. Leur tactique était simple: charger sans faiblir jusqu'au pied des remparts. Toute l'armée de silhouettes grossières, trapues et maladroites s'élança en courant sous les ordres de la cavalerie cynique qui, elle, restait en retrait. Tania, hurla Ross, envoie tes archers sur le flanc nord. Il ne faut pas que les gloutons parviennent à la porte. Tania entraîna avec elle les 3/4 des pans qui occupaient les remparts pour descendre dans la cour. Il y avait tellement de guerriers pans amassés dans la forteresse que les déplacements de troupes en étaient gênés. Et lorsque Tania et ses unités parvinrent enfin en place, les gloutons étaient déjà en bas des murs, se préparant à enfoncer la porte avec un tronc d'arbre fraîchement découpé pour bélier. Hey, merci. Tania se pencha en avant, le buste au-dessus du vide, et braqua son arc sur le premier glouton visible. La flèche se planta droit dans sa nuque, le tuant sur le coup. Des centaines suivirent, encore et encore, jusqu'à ce que les gloutons, encore valides, ne puissent plus avancer ou reculer sans trébucher sur les cadavres de leurs congénères. Mais un autre flot de gloutons s'avança en courant, et lorsque Tania leva les yeux, elle vit à travers la pluie qu'il en restait tant dans la vallée qu'elle mourait d'épuisement bien avant de voir le dernier tomber. Tobias avait rejoint les 200 archers qui restaient sur le mur sud et enchaînaient les flèches à une vitesse inouïe. Il ne prenait pas la peine de viser, se contentait d'envoyer dans le paquet de soldats, et son débit était tel que les cyniques ne parvenaient pas à suivre. Un trou commença à se former sur les premiers rangs. Il se passe quoi? Soyez tous calmes. Tout va bien. Peu à peu, il vit des hommes éviter cette zone et d'autres refuser d'en approcher. Écoutez et ne lisez plus si vous souhaitez vous relaxer tranquillement. Fermez les yeux.
ce qu'ils veulent parler entre eux. Peu à peu, il vit des hommes éviter cette zone et d'autres refuser d'en approcher. Au sommet d'une tour, plusieurs pans se préparaient à une attaque un peu spéciale. Deux filles, dont l'altération était de produire du vent, se concentraient avec un groupe spécialisé dans le froid. Brusquement, une rafale givrante s'abattit sur un bataillon entier de cyniques qui eut à peine le temps de frissonner que le gel enveloppa leurs armes, leurs armures et déposa sur leur peau une morsure pénétrante. Merci. Merci. Bonne soirée ou bonne nuit. À une prochaine. Ce fut la panique. Les soldats lâchèrent leurs lances, leurs boucliers et leurs épées pour bousculer leurs camarades afin de fuir. Plus loin, les éclairs et le feu continuaient de tailler des brèches dans les déferlantes successives, et les hommes de Malronce finirent par marcher sur des cadavres. Tobias changea de position dès qu'il avait vidé un carquois pour que la panique se répande plus facilement. Il grimpa au sommet d'une tour carrée lorsqu'il tomba nez à nez avec un grand garçon à la peau noire, aussi noire que la sienne, un bandana vert noué dans les cheveux. Terrell, Tobias, vous êtes là, toute la féroce team, s'exclama Tobias en constatant qu'une quinzaine de garçons l'accompagnaient, équipés de casques de hockey et d'épaulières de football américain. Un long marcheur est venu nous annoncer la guerre, répondit Terrell. Nous ne pouvions pas rester bloqués. Et Matt, il est là aussi. Oui, il est occupé pour l'instant. Tobias ne l'avait plus revu depuis leur conversation dans l'armurerie. Et s'il fallait en croire ses derniers mots, il était parti pour se coucher. C'était plus qu'étrange comme attitude, surtout pour un garçon qui avait toujours répondu présent pour affronter les cyniques. Mais Tobias lui faisait confiance. Terrell leva son arbalète en carbone devant lui. On a déjà fait des dégâts, hélas, il en vient de partout. Il ne faut pas baisser les bras, fit Tobias en haussant la voix. Tant qu'il n'approche pas des portes, nous ne craignons pas grand-chose. Le grondement des éclairs obligeait les garçons à crier pour s'entendre. Un murmure de panique se propagea en bas dans la cour de la forteresse, et Tobias entendit un choc sourd qui fit trembler les murs. Les gloutons, s'affola-t-il, ils vont entrer. Terrell et toute la féroce team lui emboîtèrent le pas et se précipitèrent dans le tunnel qui conduisait à la porte nord. Une énorme masse cognait contre les bâtons d'acier, et ceux-ci commençaient à ployer. Tobias se fraya un chemin parmi les soldats pans pour être en tête, et il se prépara à en découdre.
Les arbalètes émirent un claquement sec, tandis qu'elles envoyaient leurs carreaux transpercer ces monstres agressifs, et Tobias multiplia les tirs pour laisser à la féroce team le temps de recharger. Le tunnel était heureusement assez étroit et ne permettait pas à plus de 6 ou 7 individus de passer de front, et les gloutons se bousculaient maladroitement, rarement à plus de 5, ce qui laissait à Tobias l'opportunité de tous les toucher en quelques secondes. Ils étaient à 20 mètres, puis à 15. Les gloutons trébuchaient sur les cadavres, mais en surgissant tant que leur progression était constante. Mais il en surgissait tant que leur progression était constante. Tobias attrapa le pan le plus proche de lui et cria « Monte dire à Tania qu'elle concentre les tirs sur l'entrée. Il faut couper le débit des forces gloutons. » Tobias aperçut soudain Chen qui rampait au plafond, juste au-dessus des gloutons. Le garçon déversa une énorme gourde sur eux avant de fuir en évitant les gourdins qui lui étaient lancés. « Du feu !» hurla-t-il. Tobias planta la pointe de sa flèche dans une des torches du couloir jusqu'à arracher un morceau de tissu imbibé d'huile et tira sur les gloutons trempés. Ils s'enflammèrent d'un coup et se mirent à gesticuler comme des pantins incontrôlables. À peine s'effondrait-il que d'autres accouraient, étouffant les flammes en marchant dessus. Il n'était plus qu'à 10 mètres. Tobias multiplia les tirs avec la féroce team jusqu'à n'avoir plus que 10 flèches dans le carquois. Il s'apprêtait à battre en retrait et abandonner le couloir aux gloutons quand il s'aperçut qu'il n'en restait qu'une demi-douzaine. Au dehors, un mur de flèches scellait l'Adsé, provisoirement du moins. Tobias décocha ses 10 derniers traits sur les 4 assaillants les plus proches et sortit son poignard en chargeant. La féroce team fit de même. Harpons de pêche sous-marine, piolets d'escalade et couteaux de chasse étaient leurs armes. Les gloutons cognèrent violemment contre les casques de hockey avant d'être transpercés de tous les côtés. Tobias esquiva un coup de masse garni de clous, puis un second avant de trouver la faille et d'entailler la cuisse du glouton. Les clous tombèrent d'un coup en direction de son visage. Sa célérité lui permit de rouler entre les jambes du monstre et de surgir dans son dos pour le terrasser en plein milieu de la colonne vertébrale. S'il n'avait ni la force de Matt, ni son intelligence du corps à corps, Tobias se félicita d'avoir une vitesse surhumaine qui venait une fois encore de le sauver. Des amas de gloutons morts, gisant
C'est comme la porte sud. Personne ne peut plus entrer, dit un pan en sueur, ni sortir. Mais je vais arrêter là la lecture. Je reprendrai la lecture. Je vais arrêter la lecture. Je reprendrai la lecture Autre Monde, vendredi. Et demain, ce sera la lecture. Et demain, ce sera la lecture de Creuse la mort. Désolée. Merci d'avoir été présent. Regardez écoutez mes anciennes vidéos sur YouTube ou ici pour peut-être essayer de vous endormir. Allez sur YouTube ou regardez les anciennes vidéos. Après, si vous voulez reprendre du tout début, il y a beaucoup à écouter. Je pense qu'au bout de quelques vidéos, même la première, vous allez réussir à dormir, je pense. Donc si vous voulez, je serai là demain soir. C'est Halloween, mais bon, si vous êtes là, je vais lire aussi un peu. Merci d'avoir follow. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je vous dis à tous. Oui, des fois. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup.